Le monde est à la bourre. Les industries chauffent. L'économie ne chauffe pas moins. Ici comme ailleurs, on peut observer cette dynamique difficile depuis quelque temps maintenant. Pour remonter plus loin, depuis la pandémie de Covid-19, avec toutes les implications que l'on observe encore en termes d'impact sur l'activité économique et industrielle mondiale, et plus récemment encore avec ce conflit en Europe qui a des conséquences plus que négatives sur l'économie, sur l'industrie et conséquemment sur la consommation, avec ce que cela induit comme renchérissement du coût de la vie. Dans ces circonstances-là, le devoir des gouvernements, c'est d'apporter des réponses qui tendent à faciliter la vie aux populations, qui tendent à leur faire passer ce mauvais temps avec plus ou moins de bonheur. Et en général, les populations sont impatientes tant que les mesures ne sont pas annoncées. Au Bénin, nous avons, j'aime à le dire, la chance depuis ces dernières années maintenant d'avoir un gouvernement qui s'emploie à faire les choses dans la structuration, avec méthode et organisation. Un tel gouvernement, face à une situation aussi difficile, ne se précipite pas pour faire des annonces. Il prend le temps de l'évaluation, de l'observation dynamique pour s'assurer de quelle direction il faut prendre ou ne pas prendre. Et quand il annonce ces mesures, il veut être sûr qu'elles impactent positivement le quotidien des populations. Je le dis parce qu'on a observé sur quelques jours que l'impatience des populations, l'impatience des consommateurs les a parfois amenés à se demander « mais que fait le gouvernement ?» ou « que faisait le gouvernement face à cette situation ?» Ce que le gouvernement faisait, par exemple, et que vous n'aviez pas vu, c'est que le ministre de l'Industrie et du Commerce, le ministre de l'Économie et des Finances avaient des rencontres avec certains acteurs de la chaîne économique et industrielle de notre pays pour discuter avec eux, évaluer la situation afin d'envisager dans une démarche participative quelles seraient les meilleures mesures à envisager pour leur faciliter la tâche et par-delà eux, la tâche aux populations. Pendant ce temps-là, évidemment, à partir du moment où des mesures ne sont pas prises et qu'on était en discussion seulement, le gouvernement aurait juste fait de la réclame en vous disant le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré les boulangers aujourd'hui, a rencontré les femmes des marchés hier, rencontrera d'autres demain, et ce serait de nature à entretenir davantage l'impatience. Mais maintenant que tout ça a été fait, que les discussions préalables ont eu lieu avec ces acteurs, et que nous sommes arrivés à un moment où il était possible de faire des annonces parce qu'on a pris des décisions, chacun a pu suivre, mercredi dernier, la substance des décisions que le gouvernement a prises dans le sens d'atténuer les difficultés que nous connaissons tous sur notre marché. Et ces mesures, qu'on peut considérer comme conjoncturelles, viennent s'ajouter à la batterie de mesures déjà structurelles en cours dans notre pays depuis, et particulièrement depuis la naissance de cette crise liée à la pandémie de Covid-19. Et c'est pour ces raisons qu'ici, aujourd'hui, vous avez la ministre des Affaires sociales et de la microfinance et la ministre de l'Industrie et du Commerce qui vont tout à l'heure insister sur certains aspects particuliers. Mais pour en revenir aux mesures que nous avons annoncées mercredi dernier, vous avez noté que le gouvernement a fait le choix d'impacter certains produits de grande consommation afin que l'application de ces mesures touche le dernier des citoyens béninois où qu'il se trouve sur le territoire national. Quand vous prenez un produit comme le pain, qui, dans l'esprit du gouvernement, doit continuer à rester accessible aux populations au prix
auquel il est cédé avant la crise, vous observerez qu'on a fait des efforts et les points d'application pour que le pain de 160 grammes, il reste à 125 francs et celui de 200 grammes à 150 francs. C'est la décision du gouvernement. Vous prenez un produit comme le ciment. Dans notre pays, on a l'habitude de dire que chaque Béninois veut avoir sa maison. Et même quand les Béninois se plaignent parfois pour dire qu'il n'y a pas d'argent dans le pays, on voit très bien la dynamique immobilière et cela rassure plutôt de ce que l'économie globalement se porte bien et qu'il y a des gens quand même qui de plus en plus s'en sortent et gagnent leur argent. On a observé dans les circonstances de cette crise liée à ce qu'il se passe en Europe une surchauffe des prix du ciment sur notre marché, quand bien même le prix de cession à l'usine n'a pas augmenté. Et là également, le gouvernement a adressé cette question avec attention et les prix auxquels le ciment doit être livré, vous les connaissez désormais. La ministre de l'Industrie et du Commerce pourra insister tout à l'heure là-dessus en tant que de besoin. Nous avons indiqué que le gouvernement ferait des efforts pour qu'un produit comme le gasoil, qui est un facteur important de production dans la chaîne industrielle, reste disponible dans notre pays au prix auquel il est cédé actuellement sur le marché, au moins sur les 3 prochains mois. C'est un effort conséquent, en plus de celui qui était déjà fait structurellement depuis plusieurs mois, et vous aurez des précisions également là-dessus tout à l'heure. Tous ces efforts-là, quand on les a présentés, certains se sont interrogés tout de suite en disant « mais ils ont bien visé le pain, ils ont visé le gasoil, ils ont visé le ciment. On n'a pas entendu, en dehors du riz qu'ils ont également cité, on n'a pas entendu parler du lait, du sucre, des pâtes alimentaires et autres. Mais quand on a bien lu le compte-rendu du Conseil des ministres et qu'on voit la mesure d'abattement qui est appliquée au prix du fret aussi bien maritime qu'aérien, on comprend et on en déduit que tous les autres produits de grande consommation que j'ai cités là sont également concernés parce que ce sont des produits qui sont importés en gros volume et qui font l'objet de fret. Donc, quand on abat le prix du fret, on agit conséquemment sur le prix de la douane et par ailleurs sur le prix de cession du produit au consommateur final. C'est pour toutes ces raisons que nous sommes face à vous ce matin. Vous avez pris le temps et le recul nécessaire pour lire et apprécier les décisions du Conseil des ministres de mercredi dernier sur le front de la cherté de la vie. Avant de laisser la ministre des Affaires sociales et de la microfinance intervenir ici tout à l'heure pour enchérir sur notamment ce qu'il se fait de structurel dans son secteur en particulier et qui n'a pas cessé d'être fait, je voudrais quand même noter avec vous, puisque grâce à vos caméras et à vos micros, on a pu noter que l'opinion en général est plutôt satisfaite de ces annonces, y compris dans les rangs de ceux qui traditionnellement sont assez critiques vis-à-vis de l'action du gouvernement. Je vais citer les syndicats. Donc c'est plutôt de bon augure, mais nous sommes encore là aujourd'hui pour faire davantage d'explications tant que cela est nécessaire pour éclairer vos lanternes afin qu'ensuite, à travers vous, nos populations soient davantage édifiées. Et surtout, qu'elles sachent comment procéder pour dénoncer les fraudes, les abus auxquels elles pourraient être confrontées de la part de commerçants sur le marché malgré les décisions du gouvernement. Nous sommes conscients qu'il y a une crise économique qui touche le monde et surtout qui touche de près notre pays, le Bénin. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui, c'est difficile. C'est difficile parce que nous avons traversé 2 années de cette pandémie, de la COVID, qui n'a pas eu que des répercussions sanitaires, qui a eu un fort impact économique. À travers le monde, à cause de la COVID, des milliers de personnes ont perdu leur emploi, beaucoup d'entreprises ont fermé, il y a une inflation des prix, il y a des difficultés de logistique, de transport, etc., parce que beaucoup de pays ont confiné. Mais il faut reconnaître
que le gouvernement, pour prévenir ces difficultés, en son temps, a eu à prendre des mesures. Si nous n'avons pas confiné dans notre pays, si nous n'avons pas fermé nos frontières aériennes, nos marchés, pour permettre à nos mamans de continuer, de poursuivre leurs activités, etc., c'était déjà parce qu'on se disait comment ça allait se passer économiquement. Lorsque nous avons mis en place le cordon sanitaire pour délimiter les agglomérations et pour limiter la propagation de la pandémie, de la même manière, en même temps, il y a eu des mesures d'identification des artisans, si vous vous en souvenez, des artisans qui sont touchés de près, des conducteurs de taxis et consorts, des milliers de nos concitoyens qui ont été subventionnés pendant quelques mois. Tout ça pourquoi? Pour atténuer l'impact économique de la crise. De cette crise qui touche, comme je disais, le monde entier. Et le Bénin n'est pas exclu. Si je suis optimiste, je peux dire que nous sommes en train de sortir de cette crise. Pendant ce temps, les mesures structurelles qui existaient se poursuivent. Les cantines scolaires, nous sommes en train d'intensifier pour permettre aux enfants d'avoir au moins un repas chaud par jour. Le projet H, qui n'évolue peut-être pas à l'allure que certains auraient souhaité, mais qui évolue lentement mais sûrement, qui est déjà à sa phase de généralisation. Aujourd'hui, je prends un jeune homme qui est très vulnérable, qui est à Calavi, qui a une crise d'appendicite, qui va à l'hôpital de zone, qui a sa carte biométrique. S'il n'a pas les moyens de se soigner, il ne va pas être abandonné. Au contraire, 0 francs pour la consultation, pour l'intervention, pour l'hospitalisation, pour les médicaments. Tout ça, la charge de l'État. C'est un exemple que je prends comme ça pour concrétiser. Maintenant, cette généralisation, elle est en train de se faire progressivement à travers les communes. Arche n'est pas que l'assurance maladie, il y a le volet formation des artisans. Des centaines de nos concitoyens ont commencé à être bien renforcés et surtout, hier seulement, nous avons mis en place le crédit artisan, Arche, pour leur permettre d'emprunter 100 000 à 2 millions en fonction de leurs besoins pour pouvoir s'installer. Le microcrédit à l'AFIA, au cours de l'année passée, 10 milliards ont été décaissés avec le reporting qu'il faut pour les remboursements. Les mamans ont pu bénéficier de ces microcrédits de 50 000 francs CFA pour pouvoir mener des activités. Et là, dans quelques semaines, nous augmentons la mise à 100 000 francs parce que c'est ce qui ressort du terrain, qu'elles veulent plus. Les efforts sont faits sans cesse. Nous avons les filets sociaux, nous avons les transferts monétaires, c'est-à-dire des virements à travers le téléphone, de montants peut-être petits, mais aux ménages pauvres, et qui tiennent compte des périodes de soudure, c'est-à-dire pour les cultivateurs, les périodes où justement la récolte est au plus bas. Tout ceci pour dire que les mesures qui existaient continuent d'exister, sont renforcées pour venir en appui aux personnes vulnérables, parce que les personnes vulnérables sont encore plus touchées par la crise économique. Et cette crise économique, elle n'est pas spécifiquement délimitée au Bénin. Dans les autres pays africains, c'est pareil, sinon peut-être pire, et dans le monde entier. Le porte-parole a parlé tout à l'heure de la tension entre la Russie et l'Ukraine. Ça nous impacte. Nous avons plus de 90% du blé céréales qui vient de la Russie. Près de 70% du blé farine qui vient de ces pays-là. L'huile de tournesol, c'est les premiers producteurs. Forcément, il y a un impact sur les prix chez nous. Donc, le gouvernement essaye de subventionner pour justement contenir la crise, apaiser et puis de faire moins ressentir tous ces effets. Mais je vais laisser la ministre du Commerce revenir sur ces mesures de subvention que le gouvernement a mis en place parce qu'ayant à cœur le bien-être de tout un chacun. La batterie de mesures structurelles qui était déjà en cours depuis bientôt 2 ans en réponse donc à la Covid et qui n'a pas cessé, touche également les commerçants et les industriels, puisque avant tout, ils sont béninois. Quand on n'a pas de clients, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de commerce. Donc ces mesures structurelles-là dont nous bénéficions et qui continuent permettent aujourd'hui aux commerçants et aux industriels de vivre. Il faut avoir en tête que si les industries devraient continuer, il nous faut des intrants. La plupart des intrants sont importés. Et aujourd'hui, les pays d'où peuvent venir ces intrants-là
sont impactés par la crise que nous connaissons aujourd'hui. Par ailleurs, l'impact que nous observons sur les prix de première nécessité, ces produits de première nécessité importés également, ces tensions-là existaient déjà depuis quelques mois et que c'est pour cela également que ces mesures nous ont permis de pouvoir continuer à commercer. Je vais prendre les 5 produits sur lesquels nous avons énormément de tensions, non seulement au niveau mondial, mais également chez nous. Le ciment, les hydrocarbures, l'huile, le blé et ensuite le riz. Les hydrocarbures, c'est une subvention très très lourde que l'État met depuis bientôt 1 an. La vérité des prix, nous avons conscience que ce n'est pas soutenable pour nos populations. Nous sommes passés à 600 francs depuis quelques mois. Mais quand nous sommes passés à 600 francs, la vérité des prix était déjà à plus de 747 francs. Pendant longtemps, bientôt 1 an, l'État met entre 5 et 7 milliards pour pouvoir maintenir les prix à des niveaux que nous connaissons aujourd'hui. Et pour les mois à venir, ça va être très dur, non seulement en termes de disponibilité, c'est pour ça que l'État a pris tout de suite la main pour pouvoir nous permettre d'avoir des hydrocarbures à disposition, même si c'est dur, mais également les mesures que vous savez que nous avons chiffrées à plus de 80 milliards. Les hydrocarbures représentent plus de 30 milliards de subventions pour permettre aux industries de tourner et aux marchés également de tourner. Mais vous allez me dire comment cela va s'opérationnaliser sur le terrain, puisque c'est ça la question. Les équipes sont mobilisées sur le terrain depuis déjà bientôt 10 à 15 jours pour éviter non seulement les spéculations, mais là, depuis l'annonce des mesures, pour faire respecter les prix plafonds que nous avons donc décidés et surtout pour faire respecter les prix annoncés. Les mesures ne sont pas des moindres. Le ministre d'État chargé des Finances, avec qui nous avons travaillé pendant des jours pour pouvoir trouver la bonne mesure, et surtout la bonne mesure réelle et non démagogique, c'est celle que nous avons eu le bonheur de communiquer mercredi. Le riz, au lieu d'être taxé à la TVA réelle, c'est une TVA forfaitaire pour permettre au riz d'être à moins de 18 500. L'huile importée, produite localement, bénéficie également de l'abattement de TVA. Donc nous avons aujourd'hui l'huile importée, c'est de l'huile de palme raffinée, qui est à moins de 1000 francs, et de l'huile de coton qui est à peine à 1000 francs. Nous avons également la farine de blé, puisque nous avons parlé du pain tout à l'heure. Le pain doit être maintenu à 125 francs, puisque c'est un produit que nos populations consomment énormément. Pour être maintenu à 125 francs, alors que le blé sur le marché international non seulement est rare, mais a doublé de prix, nous avons donc pris la décision de ramener donc la farine de blé sans taxe pour permettre aux populations de bénéficier du maintien de prix à 125 francs. Le but également, c'est que nos boulangers continuent de tourner. C'est pour ça que leur matière première est donc subventionnée. Sur le terrain, nous allons bientôt, d'ici quelques heures, donc déployer un numéro vert où les populations pourraient appeler pour continuer, pour pouvoir permettre aux équipes sur le terrain qui intensifient déjà les contrôles de pouvoir donc appréhender rapidement les commerçants véreux et qui ne respecteraient donc pas ces mesures de soulagement et de soutien donc aux populations. Madame la ministre du Commerce, à vous écouter, ce n'est qu'il y a 10 ou 15 jours que des équipes de contrôle ont été déployées sur le terrain depuis que les populations, sinon les concitoyens, crient à la cherté. Sinon, dites-nous à quand date, disons, les derniers contrôles des structures sous tutelle du ministère du Commerce. Est-ce que pour fixer les prix tels qu'annoncé en Conseil des ministres mercredi dernier, vous avez tenu compte des commerçants qui ont déjà fait un stock
de produits sur la base des prix chers. Parce que ça crie déjà, notamment au niveau des commerçants de ciment, des vendeuses d'huile crient également. Nous avons réservé des bidons d'huile au prix cher. Le gouvernement vient casser les prix sans tenir compte de ce que nous avons stocké. Comment ça va se passer? Et l'après-subvention, qu'est-ce que les populations vont devenir? N'est-ce pas ce qu'il fallait faire depuis, c'est-à-dire les taxes douanières, la TVA? Est-ce qu'il ne fallait pas aller sur ce terrain rapidement que de voir la COVID-19 et la sortie frauduleuse des produits? J'ai essentiellement 2 questions. La première, c'est par rapport au prix du ciment, qui est diversement réparti sur l'ensemble du territoire. Alors, c'est dû à quoi? Parce qu'on nous dit, comment se fait-il que dans une localité, c'est à 80 000, et dans une autre localité, on plafonne à 90 000. Est-ce que ce n'est pas la même bourse pour tous les Béninois? La seconde question, c'est par rapport à l'œuf, lait et autres. Par endroit, actuellement, l'œuf est à 125 francs. Et quand on se rapproche des fermiers, ils disent que l'intrant, au niveau des proventes et autres, ont pris du prix. Alors, qu'est-ce qui est fait à ce niveau? Mais je voudrais insister sur le rôle du ministère de l'Industrie et du Commerce par rapport à la régulation de ces prix-là sur le marché. Le porte-parole du gouvernement a dit tout à l'heure qu'il y a des pâtes alimentaires, d'autres produits qui seront impactés par ces mesures-là à travers les frais maritimes qui ont été réduits ou revus à la baisse. Comment est-ce que le ministère de l'Industrie et du Commerce va vérifier cela sur le marché afin que les consommateurs puissent s'approvisionner de ces produits-là sans faire les frais de ces commerçants véreux? Il y a également le problème de stock. Il y a aujourd'hui ces vendeurs de pain qui continuent de vendre le pain soit très moins cher, soit un peu cher. Qu'est-ce qui veut se passer à ce niveau concrètement? Qu'est-ce que le ministère de l'Industrie et du Commerce peut faire pour que ce secteur soit véritablement ordonné, pour que nous, consommateurs, nous ne fassions pas, comme je viens de le dire, les frais de ces commerçants véreux? Merci. On a beau traiter les distributeurs, les commerçants de véreux, mais on ne nous explique pas la raison de la hausse. Le gouvernement a fixé de nouveaux prix et a même précisé que les prix de sortie à l'usine n'ont pas changé. Mais comment on explique la hausse donc, au niveau du prix du ciment? Au niveau de la commune d'Abomey-Calavi, il y a quand même un fait qui perdure un peu au niveau des propriétaires, qui augmentent un peu de façon fantaisiste les loyers. Finalement, et après aussi, il n'y a pas vraiment une raison concrète. Quand vous demandez, ils n'ont pas vraiment une raison concrète. Je ne sais pas si on peut avoir une réponse par rapport à ça. Je suis allée au marché d'Antokpa hier par rapport à l'huile. Elle est toujours à 28 000 francs. Quand est-ce que les services de contrôle du ministère du Commerce descendent réellement sur le terrain? Parce que j'ai entendu la ministre dire tout à l'heure que les services sont sur le terrain. Mais est-ce qu'ils sont réellement allés au marché d'Antokpa? Parce qu'au lendemain du point du Conseil des ministres, le porte-parole, dans une interview à quelques médias, disait qu'on pouvait ressentir déjà les effets, soit le même jour ou bien tout au moins le lendemain. Mais c'est hier que moi, je suis allée au marché. Mais le statut, c'est le statu quo, j'allais dire. En dehors de cela, quel est l'intérêt de garder 2 différents prix pour le pain? Alors, merci pour ces questions pertinentes. J'ai la chance d'être également maman et d'aller au marché et de voir donc les différences de prix. Alors, pourquoi est-ce que le contrôle se fait que depuis 10-15 jours? Le rôle des directions départementales, c'est déjà le contrôle. Le contrôle est permanent. C'est parce que nous communiquons beaucoup plus depuis 10 à 15 jours, puisque c'est là que nous avons remarqué qu'il y a réellement on observe des spéculations. C'est pour cela que nous informons beaucoup plus la population et pour donc prévenir
quelques commerçants, certains commerçants qui pourraient se livrer donc à des spéculations. Le contrôle est permanent et ne date pas d'aujourd'hui. C'est la mission première donc, des directions départementales. À quand les derniers contrôles? Donc, il n'y a pas de dernier contrôle, c'est tout le temps. Vous demandez si nous avons fixé les prix en tenant compte des commerçants et des stocks. Nous avons commencé à travailler avec les importateurs, les grossistes, les associations de consommateurs depuis déjà quelques semaines. Quand on regarde les mesures, ce n'est pas des abattements sur les prix d'achat. C'est des abattements liés à la TVA qu'on a appliqués sur des prix qu'eux-mêmes nous ont communiqués. Donc, ce n'est pas des prix arbitraires ou qu'on est resté dans nos bureaux pour le faire, pas du tout. C'est des prix qui ont été pris en considération avec les acteurs eux-mêmes. C'est les derniers prix, donc les prix sur lesquels les derniers dédouanements ont eu lieu pour l'entrée donc, sur le territoire des produits importés. Donc, ce n'est pas du tout des prix arbitraires, donc c'est des prix qu'on a travaillé ensemble avec les acteurs et surtout qu'on ait des stocks disponibles également donc, pour les consommateurs. Je vais prendre l'huile. J'entends que l'huile est toujours à 28 000. Donc, nous allons intensifier ces contrôles qui sont déjà en cours. Mais le prix pris en compte pour pouvoir faire donc, ces abattements-là, c'est le dernier prix donc, du samedi avant le Conseil des ministres que nous avons échangé également avec les grossistes et les importateurs, puisque nous avons eu une dernière réunion avant l'annonce des mesures. Donc, ce sont ces prix-là qui étaient pratiqués sur le marché d'Antokwa encore à 15 heures. Donc, nous allons donc regarder ça de près, mais les équipes sont déjà sur le terrain. Concernant le ciment, le prix à l'usine n'a pas varié. Concernant le ciment, le prix à l'usine n'a pas varié. Le prix du transport du ciment est normé depuis des dizaines d'années déjà. Donc, le transport du ciment est le même en fonction des localités. Le transport sur Parakou ou Komé ou Ouida, ce sont des prix normés. Les transporteurs vont vous le dire. Ce n'est même pas les cimentiers qui fixent le prix du transport, c'est les transporteurs, donc en collaboration avec les cimentiers. Ce n'est pas une question du prix de ciment, là, c'est une question de prix de transport. Et ce n'est pas nouveau. Ces prix sont là depuis la libéralisation du marché du ciment. Ces prix existent déjà. Donc, ce n'est pas du tout nouveau que les prix soient différents en fonction des départements. Le prix à l'usine est le même. Et je vais prendre le pendant avec les hydrocarbures, c'est ce qu'on appelle la péréquation. Les cimentiers disent autant à l'usine, et je vais vous dire les deux usines qui sont donc à Pobé. Vous avez vu par exemple qu'à Porte-Novo, que dans l'Ouémé, le prix est à 114 000 et qu'à Cotonou, c'est à 75 000, puisque c'est le transport qui change. La question du ciment n'est pas du tout nouvelle. Ce qui est réel et que nous avons donc travaillé avec les cimentiers et le ministre des Finances, c'est que les prix soient maintenus à l'usine. Et que comme le transport, nous le connaissons, donc quand on rajoute le transport, ça nous amène à ces prix plafonnés. Donc c'est ça le vrai prix. Tout ce qu'on observe après, c'est la spéculation. Et c'est pour cela que dans l'opérationnalisation, ça c'est la loi d'ailleurs qui le dit, la loi sur la protection du consommateur, les prix doivent être affichés. Et ça encore, ce n'est pas nouveau, c'est depuis 2008. Les prix doivent être affichés dans tous les magasins, dans tous les marchés. Les prix doivent être affichés. Puis de l'après 3 mois, nous sommes dans une situation particulière. Nous allons évaluer les mesures avant de voir ce qui va se passer après. Quand on met en place des mesures, je pense qu'il faut passer par une phase d'évaluation. Donc nous allons d'abord évaluer avant donc de prendre des décisions ensuite. Puis les conteneurs se dédouanent à des prix plus élevés qu'avant. Vous avez parlé de décembre 2021. Vous savez qu'entre 2020 et 2021, nous avons eu des vraies questions d'augmentation sur tous les produits dans le monde à cause de la Covid. On n'a pas de conteneurs.
on n'a pas de bateaux qui viennent. Les usines ont été confinées, donc on n'a même pas eu de production de jouets à cette période-là. Donc effectivement que les prix varient, ce n'est pas une question de dédouanement, c'est plutôt une question de prix d'achat depuis les fournisseurs. Ce n'est pas à Cotonou que nous avons eu des variations. Pour les autres produits, comme je l'avais annoncé tout à l'heure, bien sûr, ces produits-là vont également baisser puisque nous avons donc un abattement du fret dans les calculs des droits de douane. Donc nous allons veiller, les équipes vont veiller effectivement sur les marchés et dans les magasins pour que ces produits baissent. Donc on parle du lait. Les œufs, c'est différent parce que vous savez que dans la Provence, on a le blé, le son de blé qui rentre. Et aujourd'hui, le blé est passé de 200 € à 400 € sur le marché international. Ce n'est pas de la farine de blé, je parle du blé. C'est vrai que nous avons donc, c'est pour contrer cela que nous avons pris des mesures pour que au moins le maïs et le soja puissent rester sur le territoire, qu'on puisse avoir la disponibilité et également donc réguler ces prix-là, pour que la Provence puisse être produit à prix abordable pour impacter les œufs. Pour le pain, pourquoi il y a deux prix? Les deux prix existent depuis bientôt 20 ans. Nous avons la grande baguette et la petite baguette. La petite baguette de 160 grammes qui est à 125 francs depuis 2008 et la grande baguette qui est à 150 francs, donc de 200 grammes depuis 2008. La population le sait très bien. Et nous avons précisé justement pour protéger les consommateurs qu'ils ne se fassent pas duper, que pour 150, c'est la grande baguette et non la petite. Donc ce n'est pas nouveau. Et quand on regarde le PAG 2021-2026 qui a été donc communiqué, la réforme de la boulangerie fait partie donc des réformes phares donc du PAG, en tout cas du ministère de l'Industrie et du Commerce. Donc nous avons une réforme en cours concernant la boulangerie. Donc, ça va forcément impacter le pain, la recette, le prix et également donc le mode de distribution du pain. Le riz passe de 20 000 à 18 000, quid des stocks. En réalité, c'est un rappel sur le riz, puisque le riz ordinaire long bénéficiait déjà de cette mesure-là, de la mesure d'une TVA forfaitaire sur le riz importé. Ce n'est qu'un rappel, c'est donc la poursuite de cette mesure qui a été annoncée donc récemment. Mais sinon, c'est une mesure dont bénéficiaient déjà les populations depuis janvier. Donc, ce n'est qu'une poursuite. Donc, il n'y a pas de nouveau stock qui devrait être impacté parce que la mesure n'est pas nouvelle. Je vous ai dit tout à l'heure que les prix du ciment, le transport du ciment, les prix sont homologués avec les transporteurs. Ce n'est pas le cas de tous les produits de consommation. Le transport du carton de lait ou le transport du sac de sucre n'est pas homologué. Donc, nous prenons le prix du plus grand marché, vous savez que dans Tokpa, c'est le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest. Nous prenons donc le prix où tout le monde s'approvisionne, le prix du lieu d'approvisionnement sur lequel il y a les coûts de transport depuis que le commerce est commerce. Donc, ce n'est pas ces coûts-là qui vont varier, puisque ce n'est pas ces coûts-là qui subissent la spéculation, puisqu'on a travaillé pendant des semaines avec donc, les commerçants eux-mêmes. Les mesures que vous avez entendues mercredi ne sont pas destinées qu'à Cotonou. On a mis Cotonou parce que c'est l'indication de base. On est en matière d'importation. Qu'il s'agisse de produits venus au Bénin par voie maritime ou par voie aérienne, Cotonou est le point de départ. Donc, c'est ça l'indication qu'il convenait de faire, sachant qu'après, chaque commerçant, en fonction des volumes qu'il récupère sur Cotonou pour les convoyer à l'intérieur du pays, en fonction des conditions de transport qu'il connaît, peut, à l'intérieur, faire connaître une variation des prix de cession de ces produits. Donc, les mesures ne s'appliquent pas qu'à Cotonou, c'est pour l'ensemble du pays. Vous avez bien dit vous-même, augmentation fantaisiste de loyer pour des bâtiments qui existent depuis parfois Mathusalem et que chaque fois
quand une conjoncture difficile apparaît, le propriétaire veut récupérer aussitôt, comme s'il vient d'acheter les matériaux de construction, alors que la maison est là depuis. Vous devez déduire que ce propriétaire de maison en rajoute aux difficultés des populations. Et vous devez contribuer à les dénoncer pour qu'ils sachent que ça n'est pas bien de profiter de la difficulté que les gens connaissent déjà. Parce que cela ne se comprendrait pas. Que quelqu'un construise aujourd'hui, c'est-à-dire avant les mesures qu'on vient d'annoncer, qu'il ait acheté son ciment plus cher et qu'il ait construit, qu'il fasse un prix différent de celui que pratique un propriétaire qui a bâti sa maison depuis 10-15 ans, ça se comprendrait. Mais si vous avez de vieilles maisons et que les propriétaires vous disent « la vie est difficile, j'augmente le loyer », vous comprenez. Et c'est parce que le gouvernement, dès le départ, était déjà conscient de ce que cette réalité existe dans notre pays, qu'il a engagé le programme de construction des logements économiques et des logements sociaux pour faire en sorte que les travailleurs puissent avoir un habitat décent où ils ne connaissent pas cette spéculation sur le loyer. Et vous connaissez bien ce programme d'ailleurs. Les premiers logements vont commencer à être mis en vente incessamment. Il est apparu la question de la taxation de certains produits nationaux. Il faut bien préciser, le Conseil des ministres l'avait dit, il s'agit de vivriers du Bénin en voie d'exportation par nos routes. Ce n'est pas la même chose que de dire qu'on a taxé les produits. Mais pourquoi on l'a fait? On avait assuré la pédagogie autour de cette mesure et il n'est pas inutile de revenir là-dessus. Considérez que pour une céréale comme le maïs, le Bénin produit aujourd'hui plus que ses besoins nationaux. C'est évident, nous produisons plus. C'est bien pour nos producteurs parce qu'il y a un surplus d'exporter et de vendre, n'est-ce pas? C'est bien, si vous êtes producteur, vous ne refuseriez pas ça. Mais quand on voit que nos producteurs, et ça c'est le réflexe de l'agent économique, dès lors qu'on lui propose mieux, il est prêt à céder. Le gari qui est vendu 350 francs ou 400 francs la mesure, le fabricant sait que quand ça va au Nigeria, c'est vendu 1000 francs. Et quand le Nigérian vient le voir pour dire « moi je te l'achète à 600 francs ou à 700 francs », pour l'agent économique qu'il est aussi, le choix est vite fait. Le devoir du gouvernement, c'est de veiller à ce que toute notre production ne sorte pas, qu'on la maintienne ici pour que les Béninois y aient accès. J'ai commencé à parler du maïs. Nous produisons au moins sur le maïs plus que nos besoins. Mais si on ferme les yeux et que les étrangers viennent tout chercher, on en manquerait nous-mêmes sur le marché et on va devoir payer plus cher parce qu'il y a pénurie. C'est pour ça qu'on a pris ces mesures. Dans un premier temps, pour dire le vivrier béninois reste sur le marché. On a interdit les sorties incontrôlées. Retenez bien le mot. Les sorties incontrôlées. Et nous avions dit à l'époque que le devoir de l'État, c'est aussi d'assurer les grands équilibres. Les grands équilibres, c'est faire en sorte que le marché national ait de la disponibilité, mais c'est aussi permettre aux producteurs qui ont fait des efforts de gagner un peu d'argent lorsqu'il peut vendre à l'étranger. Mais il ne vendra pas à l'étranger au détriment du marché national. Voilà pourquoi, par la suite, en évaluant la première mesure, nous avons dit désormais, pour tous ceux qui veulent faire sortir notre produit, non seulement on contrôle le flux, mais désormais on taxe sur nos routes ceux qui vont faire sortir les produits. 50 francs le kilo, 10 francs, 60 francs, selon la spéculation. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est une mesure qui est destinée à rendre le produit disponible. Si on ne faisait pas ça, on achèterait nos vivriers encore plus cher aujourd'hui sur le marché. J'ai donné l'exemple du maïs. Depuis la dernière décision du Conseil des ministres, le maïs, il sort moins. Conséquence, le même maïs qui était à 24 000 il y a 3 semaines, aujourd'hui il est entre 16 et 17 000. Sur ces marchés-là, vous pouvez vérifier. Parce qu'on a pris cette mesure. Sinon, on serait peut-être aujourd'hui en train d'acheter notre maïs bien au-delà de 24 000. Et cela vaut pour les autres produits que vous avez évoqués ou non, mais qui sont dans le viseur quand on parle de produits de grande consommation. J'ai parlé du maïs, j'ai parlé du gari. Prenez une spéculation comme le riz. Aujourd'hui, nous sommes
à 400 000 tonnes de riz, grosso modo, dans notre pays. Étant entendu qu'on est passé d'à peu près 200 000 tonnes en 2016 à 400 000 tonnes aujourd'hui, en attendant d'atteindre les niveaux de performance que nous nous sommes fixés, à savoir au moins 1 million de tonnes et à terme 3 millions de tonnes. 400 000 tonnes de riz, ça ne couvre pas nos besoins nationaux. C'est un fait. Mais s'il n'y en avait pas du tout, ce serait encore pire. Déjà, ça ne couvre pas nos besoins, mais des voisins viennent le chercher, parfois en paddy, c'est-à-dire non décortiqué. Ils viennent déjà le chercher. S'ils viennent le chercher qu'il n'y en a pas du tout, on achèterait le riz importé plus cher parce que le riz national ne serait pas là pour contrebalancer. Et parce que nos usines, et chacun peut se souvenir qu'on a 2 usines de transformation de riz, Malanville et Glazoé, qui en temps étaient à l'arrêt et que le gouvernement a dû céder à des privés pour leur permettre de relancer la production de riz décortiqué au Bénin. Avant même la reprise des activités de ces usines, qu'est-ce qu'on a fait? Et la ministre de l'Industrie le rappelait, on a consenti un abattement sur la TVA qu'on prélève sur le riz importé ordinaire. Conséquence, depuis janvier, le riz importé n'est pas cédé sur notre marché au prix coûtant. Et depuis lors, l'usine de Malanville a commencé à tourner. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit que le riz béninois, comme les jus de fruits, c'est hors taxe. Il n'y a pas de taxe là-dessus pour lui permettre de tenir la concurrence sur le marché. Ça, ce sont des mesures concrètes. Tout à l'heure, elle a évoqué le gasoil. Elle vous a donné les prix d'avant. Mais au jour d'aujourd'hui, et vous pouvez faire toutes vos esquisses vous-même parce que vous connaissez, vous suivez le marché international, vous pouvez faire les esquisses. Si au jour d'aujourd'hui, on devrait appliquer le prix réel du gasoil sur notre marché, nous sommes à 1 000 francs. Nous sommes à 1 000 francs le litre. Pourtant, le gouvernement dit que ça va être maintenu à 600 francs sur les 3 prochains mois. Et j'en profite pour dire que les 3 mois, comme elle le disait tout à l'heure, c'est le temps de l'observation. Rappelez-vous, nous sommes dans une situation conjoncturelle. Conjoncturelle qui peut durer, qui peut s'arrêter plus tôt. Chacun espère bien, par exemple, que le conflit russo-ukrainien prendra fin assez tôt. S'il prend fin, sans doute que quelques semaines après, le temps de la stabilisation, peut-être que le marché international va connaître une dynamique plus positive en ce qui concerne les prix. Et si vous suivez bien l'actualité, vous voyez comment les Occidentaux, les Européens eux-mêmes, se battent aujourd'hui, par exemple, autour des questions d'approvisionnement en gaz, en carburant, en blé, sachant qu'une bonne partie de leur consommation arrive de ces pays. Donc, c'est une donnée qui concerne le monde entier. Et si demain, cela s'améliore, avant le terme des 3 mois, l'on pourra observer sur le marché si la tendance est à l'amélioration pour les importations et donc pour nos marchés. On déciderait alors s'il faut s'en tenir à cela. Mais si dans 3 mois, on observe que la mauvaise passe continue, et le gouvernement va s'ajuster encore. Et nous avons dit, les mesures qui ont été annoncées mercredi dernier ne sont qu'une première étape. Vous verrez dans les prochains jours, pour d'autres matières, il y aura aussi des annonces dans le sens toujours de faciliter la vie à nos compatriotes et pour que, à l'arrivée, les produits de consommation soient accessibles aux populations à des prix qui ne soient pas hors de proportion. Avec le PVI, qui, dans une autre version, existait déjà depuis la fin du général Kérékou, avant même l'avènement du président Boniaï à l'époque. Mais avec ça, qu'est-ce que notre État a gagné? C'est davantage de transparence dans les importations. Vous le savez, beaucoup le savent ici, que dans ce pays, il est arrivé un moment où certains commerçants pouvaient importer du spiritueux, par exemple, du vin, du champagne, et déclarer à nos douanes que c'était de l'eau minérale. Vous le savez, M. Bokor. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible. Lorsque vous importez du vin, des conteneurs de vin, et que vous tombez sur la défaillance de l'État, et vous dites c'est de l'eau minérale.
Là où vous devez payer 100 francs, vous payez 10 francs. Le manque à gagner pour l'État, il est énorme. Aujourd'hui, nous avons mis fin à ça grâce à PBI. Si nous réussissons à collecter davantage de ressources intérieures, ce qui nous permet d'être de plus en plus résilients et d'aller sur les marchés en étant confiants en nos capacités pour que les autres nous fassent encore plus confiance, c'est grâce à autant de réformes. Et maintenant, quand demain, nous serons arrivés à un niveau où l'assiette fiscale est suffisamment élargie et impacte le monde, et quand je dis assiette fiscale, entendons-nous bien, ce n'est pas d'augmenter les taux des impôts, c'est d'atteindre le maximum de contribuables possible. Il y a des impôts, et même la TVA, regardez l'exemple avec les factures normalisées. Chacun sait très bien que le commerçant, il collecte la TVA, ce n'est pas son argent, c'est l'argent de l'État qu'il doit reverser. Mais par le passé, ils ont profité des défaillances de l'État, de l'opacité parfois, et même en collectant la TVA, cela restait dans les poches, dans les caisses des commerçants. Aujourd'hui, nous avons fait des réformes et nous en sommes arrivés à la formule des factures normalisées. L'avantage, c'est que quand vous percevez 500 francs de TVA, à la minute près, les services des impôts savent que vous lui devez 500 francs que vous devez reverser. Ce n'était pas le cas hier. Et chacun peut aussi observer qu'un des aspects qui explique la spéculation est lié indirectement à cela parce que beaucoup qui avaient pris l'habitude de garder par devers eux la TVA qu'ils collectaient, donc qu'ils ne reversaient pas, et qui se sont accoutumés au fait que c'est comme leur argent, ont vécu cela comme si on venait leur enlever quelque chose. Et pour éviter de perdre, de facto, ils augmentent les prix indûment. C'est tout, sinon, la facture normalisée n'a aucune incidence sur le prix de vente des produits. D'ailleurs, la machine qui est achetée par les opérateurs, elle est remboursée par l'administration fiscale. Vous pouvez même ne pas acheter la machine et aller directement sur la plateforme, vous inscrire, et quand vous faites une opération, vous vous connectez, vous générez une facture. Donc, il n'y a pas de surcoût. Qu'est-ce qui explique alors que quelqu'un vous dise, parce que j'ai fait facture normalisée, je dois augmenter le prix? Il n'y a pas de surcoût. C'est ça la réalité. Et là-dessus, tous les consommateurs, chaque citoyen doit aider aussi l'administration à réussir ce challenge, à faire en sorte que les uns, parce que plus avisés, ne profitent pas de cette crise mondiale pour faire vivre la misère à nos populations. Et notre devoir, c'est de veiller à cela. La ministre du Commerce a bien dit que les contrôles vont s'intensifier. Aidez-nous, dès que la ligne verte va être mise en service dans les prochains jours, aidez-nous également en remontant à ces services les cas d'abus, de spéculation injustifiée que vous aurez à rencontrer, et puis vous verrez très bien quelle réponse l'administration commerciale et industrielle va apporter à ces cas-là. J'aimerais comprendre l'ampleur du phénomène. Alors déjà, j'aimerais savoir qui s'occupe des contrôles. Est-ce que c'est la police républicaine qui a cette mission? Et j'aimerais du coup connaître l'ampleur du phénomène. Est-ce que vous recevez beaucoup d'appels sur ce numéro vert? Aujourd'hui, que risquent les contrevenants? Et combien de commerçants ont été pris à défaut? Est-ce qu'on a déjà des chiffres? Ou en tout cas, même s'il n'y a pas les chiffres exacts, un ordre d'idée pour comprendre l'ampleur du phénomène dans le pays aujourd'hui? Par rapport aux mesures prises, on ne voit pas, depuis 2020, il y a des mesures structurelles qui ont été prises. Et après, des mesures sur la sortie incontrôlée des produits locaux. Même tout récemment, il y a des mesures qui ont été prises. Mais jusque-là, il n'y a pas encore de grande différence entre les prix d'avant et les prix d'aujourd'hui. Vous avez évoqué tout à l'heure la question du maïs. Le maïs est toujours vendu à 275 francs dans mon quartier. C'est ça la réalité en fait. Est-ce que ces mesures-là peuvent réellement résoudre le problème? Quand on sait que des efforts sont faits, mais il n'y a pas de grand changement. Par le passé, entre 2016 et 2008, on avait constaté, on avait eu une crise comme ça. Mais il y avait eu des boutiques témoins, le cas de l'ONASA. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne peut pas, de façon exceptionnelle, prendre ce genre de mesures-là pour juguler la crise une fois de bon? Par rapport au contrôle dans les marchés, vous parlez des marchés, mais est-ce qu'au niveau des marchés, dans les villages,
qu'est-ce qui sera fait? Est-ce que le contrôleur qui est déployé ira même au fin fond du Bénin, contrôle les prix? Je viens avec des informations fraîches de terrain. De Parakou, les boutiques sont fermées. Les vendeurs de ciment disent qu'ils prennent le ciment à 75 000 francs à Massy. Le transport qu'ils ont convenu, c'est 15 000 francs. Il y a le chargement, il y a le déchargement qui s'ajoute, il y a les frais de boutique. Alors, le gouvernement vient leur demander de vendre ça à 82 000 francs à Parakou. Ils ne trouvent pas leur compte. Donc, les boutiques sont fermées. Comment, Madame le ministre, vos services vont contrôler et obliger à vendre au prix recommandé par le gouvernement? Ailleurs, par exemple, à Cocotomé, où moi je suis, j'ai observé que le pain a diminué. C'est 125 francs qu'ils vendent, mais ce n'est plus la même taille. Je voudrais savoir quelles dispositions prend le gouvernement pour éviter les pénuries artificielles. Dans les boutiques de vente de ciment, vous y allez, c'est fermé, on vous dit qu'il n'y a pas de ciment. Mais ceux qui transportent le ciment s'approchent de vous et vous disent, bon, il n'y en a pas ici, mais il y a un ami à côté qui avait pris en stock 2 tonnes et qui n'a plus envie de continuer sa construction et il veut vous vendre ça. Sans reçu, et vous devez ce stock-là, alors que c'est sorti d'eux. Donc ça se crée. Alors, quand l'État parlait de subventions, quand je dis subventions, c'est pour regrouper tout ce qu'il y a comme mesure pour accompagner la cherté de la vie, ça me rappelle un peu le dossier Sensad dans ce pays, où des commerçants ont pu constituer des stocks en son temps, parce que subventionnés, TVA, subventionnés, ils ont constitué assez de stocks. Après, quand c'est devenu normal, ça a été revendu à des prix ordinaires. Donc, ils se sont enrichis sur notre pauvre dos. Et donc, qu'est-ce que l'État fait pour contrôler, pour veiller à ce que ces mesures s'appliquent et ça s'applique dans le temps, sur la durée aussi? Parce que vous avez dit que c'est jusqu'à juin. Après juin, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, merci une fois de plus. Je vais regrouper les questions en 4 thèmes. Hein. On a le ciment, le contrôle, le pain et les subventions en général. La spéculation, nous l'avons remarqué puisque, comme je vous disais, les équipes sont sur le terrain, c'est le rôle des directions départementales donc de faire un relevé de prix. Quand on n'a pas d'événement exceptionnel, on n'a pas de raison et que les prix augmentent, c'est de la pure spéculation. Et donc, c'est cette spéculation-là, nous luttons contre en appliquant les tests simplement, avec l'affichage des prix et les sanctions qui vont pour les contrevenants. Le numéro vert n'est pas encore en vigueur, donc le numéro vert entrera en vigueur d'ici quelques heures. Donc ce numéro vert nous permettra donc de remonter, d'avoir les informations beaucoup plus réelles du terrain et surtout de pouvoir cibler les régions où on ne respecte pas du tout les tests. Attends des chiffres, je vais vous prendre quelques exemples. À Cotonou, où on a des dépôts où le ciment est vendu à 90 000 à Cotonou. Nous avons un contrôle où on tombe donc sur ce dépôt-là qui ne donne pas de reçu, qui refuse de délivrer des reçus même quand les clients demandent. Ce qui a été fait, le magasin a été tout de suite réquisitionné, les clients étaient en attente et tout le ciment a été vendu donc au prix convenu à 75 000 avec reçu. Ça, c'est des chiffres que vous avez donc, où on a des plafonds qui sont réels, mais que les chiffres soient biaisés, que les prix pratiqués soient biaisés. Donc, c'est des contrôles réels et ça, c'est très souvent. Depuis mercredi, nous avons énormément d'actions comme ça où nous avons effectivement fermé certains magasins. Donc, d'ailleurs, il y a un communiqué qui passera où les magasins qui sont fermés, qu'on avait fermés pour spéculation, doivent ouvrir. Donc, d'ailleurs, sont en train déjà d'ouvrir, puisqu'on est sur le terrain, mais avec l'affichage obligatoire des prix et la délivrance de reçus obligatoires. La pénurie, donc je continue sur le ciment, donc sur la pénurie artificielle qui est créée.
Ce n'est pas nouveau. Vous savez que le ciment, c'est un produit cyclique. Dès que la saison des pluies va commencer, le ciment va baisser. L'année dernière, à pareille époque, nous avions déjà une tension sur le ciment. Pas sur le prix, mais sur la disponibilité. Et nous avons donc interdit l'exportation de ciment. Entre janvier et le mois de mai de chaque année, nous avons une grande consommation de ciment. Et merci, depuis les travaux du PAG, nous n'exportons plus notre ciment. Notre ciment est consommé et cela a permis également aux cimentiers qui avaient des capacités installées de les transformer en capacité de production. Donc nous sommes à 100% donc, de notre production de ciment qui est donc consommée sur le terrain. Les pénuries, ce n'est pas nouveau, surtout en région. Ce n'est pas nouveau en région, surtout au mois de mars, entre mars et avril, c'est des questions que nous gérons habituellement. Ceux dont vous avez parlé, ils sont déjà démasqués. Nous avions donc arraisonné un camion avec des tonnes de ciment à bord, donc qui vendait en brousse. Voilà, donc c'est pas nouveau. Les équipes sont à pied d'œuvre et donc dès que le numéro vert sera opérationnel, nous aurons beaucoup plus de retours et les citoyens également nous écrivent déjà et on nous appelle également sur les directions départementales pour donc contribuer à ces actions qu'ils voient déjà sur le terrain pour que nous puissions donc intensifier ces actions-là. Concernant les boutiques fermées, donc à part le ciment, nous n'avons pas de boutiques fermées sur les produits de grande consommation. Surtout si c'est le septentrion, on connaît bien. Nous n'avons pas de boutique fermée à part le ciment. C'est plus le ciment qui est concerné. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous trouvez normal que les intrants sur le ciment qu'on entend a augmenté sur le marché international? Les cimentiers eux-mêmes n'ont pas augmenté leur prix. Et que ce soit le détaillant qui spécule. Et on doit laisser faire. Non, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est la protection du consommateur. On ne peut pas prendre le ciment à l'usine à 65 000, rajouter 12 000 de transport et dire qu'il faut qu'on nous laisse vendre ça à 90 000. Pourquoi? Pourquoi on doit laisser spéculer? Les cimentiers, nous avons eu des échanges avec eux. Ils ont déjà réuni leurs grossistes, parce que dans le ciment, il y a les grossistes et ensuite il y a les détaillants. Les grossistes respectent les prix et c'est au niveau des détaillants. Donc, il est debout. C'est normal que nous faisons respecter les prix. Et surtout, ceux qui ont investi dans notre pays des milliards et qui emploient nos parents, ils ne peuvent pas ne pas bénéficier de leur labeur. Donc, non, quant à la spéculation. Donc, nous respectons donc ces prix-là, les cimentiers, également les grossistes qui investissent et donc on ne cédera pas à la spéculation et on doit protéger le consommateur. Donc on ne peut pas avoir un prix de revient à moins de 90 000, y compris la marge, puisque chez les cimentiers c'est également normé, et du non laissez-nous vendre à 90 000 parce que nous organisons une pénurie artificielle. Non. Pour le pain, il n'y a rien de nouveau concernant le pain. Chers amis, il n'y a rien de nouveau concernant le pain. La petite baguette et la grande baguette, bon, c'est vrai qu'on n'appelle pas ça par grammage, mais nous connaissons la petite baguette et la grande baguette. La grande baguette est à 150 et la petite baguette est à 125. Il y a quelques mois, nous avions fermé quelques boulangeries à cause justement de ce non-respect du poids du pain. Et ces contrôles sont toujours en cours. C'est pour ça que quand tout à l'heure, on nous dit que c'est que depuis 10 jours, pas du tout, surtout au niveau des boulangeries, puisque nous savons que c'est une pratique, c'est devenu un sport chez les boulangers de ne pas respecter le poids du pain. Et c'est ce qui nous a amené, c'est ce qui a amené le gouvernement à faire une action sur la farine de blé. C'est ce qu'elle a fait une action sur la farine de blé pour les inciter à respecter le poids et à garder donc le pain à 125. Donc maintenant que les actions sont là, forcément les sanctions seront beaucoup plus fortes et surtout plus rigoureuses. Parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas respecter les tests qui sont en vigueur depuis 2008. En réalité, donc, il n'y a pas de nouveauté sur le pain. Ce qui est nouveau, c'est que la farine de blé est subventionnée aujourd'hui pour nous permettre justement de respecter et le grammage et la qualité et donc le prix à 125. Pour ceux qui consomment le riz,
ils ne doivent pas payer le riz plus cher que ce que nous trouvons juste, surtout dans cette période difficile. Le riz est aujourd'hui en jeu. Oui, nous devons subventionner le riz. Le contrôleur dans les marchés et les villages, c'est pour ça que les solutions sont déconcentrées. Nous avons des directions départementales qui vont dans les marchés et les villages. Et vous savez, avec les études et les relevés de prix que nous faisons quotidiennement, que nos équipes font quotidiennement, ce n'est pas dans les villages qu'il y a les spéculations. C'est sur nos grands marchés qu'il y a les spéculations en réalité. C'est sur nos grands marchés que nous avons les spéculations. Et donc, quand on est à la source de la spéculation, quand on arrive à contenir cela, après, dans les villages, on en a moins. Et ça, c'est vraiment des retours de terrain. Les informations fraîches du terrain qui nous le disent, puisque les équipes sont encore sur le terrain. Je vais juste revenir sur 2 petits points. D'abord, le crédit artisan qui a été lancé pour faire un appel un peu aux artisans qui ont déjà reçu la formation Arche, parce qu'ils sont éligibles à ce crédit-là. Et aussi rappeler que les groupements féminins ruraux actifs sont toujours invités à se rapprocher des centres de promotion sociale pour s'inscrire. Et tout ça, c'est dans le but de vraiment avoir un répertoire fiable pour pouvoir les appuyer éventuellement et faciliter leurs activités rurales. Donc, c'est le moment de pouvoir se serrer les coudes. Et je voudrais, pour finir, quand même parler un peu du sentiment de patriotisme, puisque nous sommes dans une crise économique mondiale qui ne nous épargne pas. Et nous sommes conscients que les commerçants, leur intérêt, c'est de gagner. Mais au-delà de ça, à cause de la crise actuelle, qu'ils soient un tout petit peu indulgents, que ces spéculations-là soient vraiment revues à la baisse pour faciliter à toute la population, surtout justement à ceux qui sont vulnérables, l'accessibilité aux produits à des coûts normalisés. Bien, je crois que l'essentiel a été dit par Madame le ministre de l'Industrie et du Commerce et complété à l'instant par sa collègue des Affaires sociales. Je voudrais néanmoins revenir sur la préoccupation concernant les produits de notre agriculture qui, de votre point de vue, auraient pu ou auraient dû faire l'objet de mesures encore plus vigoureuses. Dans le sens, j'entends votre raisonnement non exprimé de subventions plus massives, mais déjà il faut savoir que ces produits-là ne font pas l'objet de taxation comme les produits importés. Le maïs que vous produisez ici, le mil et autres, vous savez très bien que les prix ont évolué sur les marchés. Vous le savez très bien. Peut-être que chez vous, le vendeur au quartier, pour des raisons qui lui sont propres, pratique des prix qui ne sont pas ceux qui auraient dû être pratiqués. Ce qu'on vous dit, c'est factuel. Allez dans les zones où le sac de maïs était vendu 24 000 francs il y a quelques mois, avant, même quelques semaines, avant la mesure du gouvernement, et vous observerez qu'aujourd'hui, il est cédé entre 16 et 17 000. Si vous allez à Dassa aujourd'hui et vous voulez prendre le sachet de cassoulet, 1,5 kg, 2 500 francs. Il y a quelques semaines, quelques mois, c'était 3 500. Vous pouvez vérifier ça, c'est factuel. En fait, on va sur les mêmes marchés. Elle vous a dit, elle est mère de famille, elle est mère de famille. Je suis père de famille, n'est-ce pas? On va sur les mêmes marchés. Chacun peut observer ça. Mais j'insistais tout à l'heure, je vais le redire. Si le gouvernement n'avait pas pris la mesure de faire que reste sur notre marché la production nationale de vivriers, la situation serait tendue, beaucoup plus tendue que ce qu'on connaît. Imaginez, j'ai donné l'exemple du maïs. Prenez le mil, le sorgho, le haricot, le gari. Imaginez qu'on n'ait pas pris de mesures et qu'on laisse tout sortir. Parce que le paysan, l'agriculteur, c'est aussi un agent économique comme vous. L'agent économique, qu'est-ce qu'il veut? Il veut optimiser ses gains et il veut réduire ses dépenses pour faire des économies substantielles. Je sais que la ministre de l'Industrie et du Commerce a un mot particulier à vous dire avant que nous mettions fin à cette session d'échange, mais je voudrais rassurer M. Anyambosu. Le précédent SENSAD que vous évoquez, il est pertinent. Il est pertinent. Le contexte, il est à peu près le même
la matière n'est pas exactement la même. Mais on sait que par corrélation ou par effet de similitude, il n'est pas exclu que des gens soient tentés de faire comme avant. Mais vous devez être rassurés de savoir qu'aujourd'hui, au moins, notre État, il est quand même un peu plus organisé. Il est un peu plus vigilant aussi. Donc, il y a des choses qui ne peuvent plus se passer au détriment de l'État, au détriment des consommateurs. On va être suffisamment vigilant, veiller à ce qu'il faut pour que cela n'arrive pas. Et je finirai vraiment en revenant un peu sur la question du gasoil tout à l'heure. Si on ne montre pas particulièrement les points d'application, vous pouvez ne pas être suffisamment édifié sur l'utilité ou la pertinence de cette mesure. Le gasoil, c'est un facteur de production dans l'industrie. Vous pouvez observer, toutes nos industries, pratiquement, ont besoin de gasoil pour tourner. Et on a dit tout à l'heure à quel niveau devraient être les prix réels si on ne faisait rien. À 1000 francs CFA le litre, imaginez toutes nos industries là, acheter le gasoil au prix coûtant. Conséquence, le produit fini, il est forcément plus cher sur le marché. Mais lorsqu'on bloque par le mécanisme de nos mesures les prix à leur niveau actuel, on veut éviter qu'à l'arrivée, les industriels mettent sur le marché des produits finis plus chers. Ça n'est pas rien. Et on vous a dit, sur les 80 milliards, cela représente pas moins de 30 milliards. Et ça, les effets, en fait, c'est suffisamment étalé sur toutes les couches ou toutes les sphères d'intervention de nos industries. Il n'y a pas que tel ou tel qui en bénéficie. Vous êtes industrie, vous utilisez le gasoil, vous bénéficiez de cette mesure-là. Et on fait en sorte que le consommateur final ne supporte pas le surcoût que l'industriel aurait dû supporter s'il achetait le gasoil au prix coûtant. Donc vous voyez, pratiquement pour moitié prix, ça n'est pas rien du tout. Et ce sont autant d'efforts. J'ai dit tout à l'heure, on a eu le bonheur de constater dans tous les cas que, et vous en êtes témoins, les populations dans leur grande majorité sont satisfaites de ces mesures. Il reste évidemment après l'aspect du contrôle, de la vigilance. Et à cet effet, Madame Assouma vous a rassuré. Je voudrais quand même la laisser venir dire le mot final qu'elle a prévu pour les populations à travers vos canaux. Le mot final, c'est juste un message de patriotisme auquel je nous invite. Parce qu'avant d'être de la presse, vous êtes également des consommateurs, vous êtes des pères de famille également. Nous avons depuis 2 ans accompagné nos populations pour que le commerce continue de vivre, pour que nos marchés continuent de s'animer. Les mesures ont été étudiées avec les acteurs qui nous approvisionnent. Nous allons donc laisser le temps de l'application et de l'évaluation pour nous assurer que nous avons apporté la bonne réponse pour que le commerce puisse continuer de s'exercer. Nous allons remercier la vision du président Patrice Talon sur le fait que l'État revienne dans l'industrialisation. Et nous en bénéficions aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le plan apporté à l'industrialisation fait que nous avons la farine de blé aujourd'hui. La Turquie vient d'interdire l'exportation de la farine de blé, puisque la farine de blé venait également de Turquie. Nous avons un deuxième moulin qui vient de rentrer en production pour que nous puissions avoir encore plus de farine disponible. Parce que quand on est en crise, ce n'est pas que le prix, c'est déjà la disponibilité. Et nous allons avoir la chance d'avoir de la farine de blé disponible pour la production de pain, de doko. Nous consommons beaucoup de farine de blé. Il faut saluer donc cette vision-là, puisque nous allons venir dans l'industrie. Donc encore plus intensifier donc l'industrialisation avec les zones qui sont aujourd'hui en construction et également avec tous ces investisseurs qui s'installent pour donc produire ces biens de consommation que nous utilisons. Je vais rappeler que les règles sont faites pour être respectées. La grande rupture
c'est le respect des tests qui existaient déjà, que nous avons adaptés pour certains, pour le bien-être de nos populations, et surtout que nous avons adapté pour certaines à la réalité du monde, à la réalité du monde économique d'aujourd'hui. C'est le respect de ces règles parfois qui nous amène à avoir un sentiment d'augmentation, de cherté. C'est vrai que certains produits ont pris une augmentation, mais il faut également que nous nous accompagnions au respect des tests et des règles que nous-mêmes nous dirigeons et que nous mettons en place. Enfin, j'inviterai les consommateurs à réclamer les factures et les commerçants à réclamer les factures à leurs fournisseurs, puisque c'est cela qui nous aide également à surveiller le marché.